Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation qui est l'occasion de faire le point sur l'actualité en droit des marchés publics. Ma présentation comprendra deux parties. Dans un premier temps, je ferai le point, un état des lieux notamment de la révision législative qui est en cours, puis je vous présenterai quelques jurisprudences qui ont retenu mon attention. Je commencerai par aborder avec vous l'état actuel de la révision du droit des marchés publics. Puis, je poursuivrai en présentant quelques actualités. Nous aborderons ensuite ensemble le nouveau droit et tenterons de comprendre en quoi il constituerait un changement de paradigme. Enfin, je souhaite attirer votre attention sur quelques autres nouveautés du nouveau droit. Je rappelle ici que le nouveau droit fédéral sur les marchés publics entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Il s'agit de la nouvelle loi fédérale LMP 2019 et cette loi sera accompagnée de son ordonnance, la nouvelle ordonnance sur les marchés publics. En ce qui concerne l'accord international sur les marchés publics, cet accord date de 1994 actuellement. C'est l'accord dit de Marrakech. Cet accord a été révisé en 2012 et il sera ratifié par la Suisse une fois que le droit fédéral et intercantonal aura été adapté. En ce qui concerne les cantons, le nouvel IMP, intitulé IMP 2019, entrera en vigueur dès que 2 cantons l'auront ratifié. Les adhésions vont commencer dès 2021 sans aucun doute. Toutefois, il y aura un temps durant lequel certains cantons seront soumis au nouvel IMP et d'autres cantons seront toujours assujettis à l'actuel IMP qui date de 2001. Il y aura donc cette période où il faudra vérifier si c'est l'actuel IMP qui s'applique ou si le canton a déjà adopté le nouvel IMP. Quelques autres actualités. En Suisse est sorti le nouveau guide roman qui date du 1er mai 2020, qui est disponible sur Internet. Ce nouveau guide roman est plus complet que le précédent. Sans aucun doute, il devra être à nouveau adapté dès que le nouveau droit entrera en vigueur. En outre, il existe désormais une plateforme de connaissances sur les achats publics responsables qui est également disponible sur Internet. Cette plateforme a pour objectif d'aider les organismes qui font des appels d'offres en matière de marché public en leur fournissant des informations, des outils pour des marchés publics responsables. En effet, il existe déjà un très grand nombre de recommandations, de fiches d'information, d'autres instruments, et la plateforme a pour objectif de vouloir centraliser toutes ces données. Cette plateforme va également être amenée à se développer puisque le nouveau droit des marchés publics met l'accent sur les marchés publics responsables, sur la durabilité, de sorte que de nouvelles directives, de nouveaux instruments seront vraisemblablement élaborés. J'attire également votre attention sur le fait que la loi sur la protection de l'environnement a été modifiée par l'introduction des articles 35E et suivants. Selon ces articles, il est désormais interdit de mettre sur le marché du bois récolté illégalement. Cette nouvelle réglementation confirme l'importance que prend le développement durable, non seulement en droit des marchés publics, mais également, bien entendu, de façon plus générale. Les acquisitions publiques devront donc
expressément à l'avenir respecter cette réglementation, ces nouvelles exigences. Quant aux pouvoirs adjudicateurs qui exigent déjà le respect de labels environnementaux en matière de bois, ils voient leur politique ici confortée. On lit fréquemment ces derniers temps, ici et là, que la révision du droit des marchés publics s'accompagnerait d'un changement de culture dans les marchés publics, d'un véritable changement de paradigme. Qu'en est-il précisément? Tout d'abord, il convient de se rappeler que fréquemment, jusqu'à présent, les marchés sont adjugés aux offres qui présentent le prix le plus bas. Et qu'en revanche, la question de savoir où et comment les biens ont été fabriqués, la question de savoir si la prestation acquise est réellement de qualité, ces deux questions n'ont bien souvent qu'un impact réduit en droit des marchés publics. C'est pour cette raison qu'il y aurait un changement de paradigme sur ces deux aspects. D'une part, la concurrence doit être désormais axée sur la qualité. D'autre part, le droit des marchés publics doit désormais inclure les aspects de la durabilité parmi les critères d'adjudication. Alors, est-ce vraiment là une nouveauté? Je constate qu'il y a de nombreux appels d'offres où le pouvoir adjudicateur cherche en réalité à obtenir une prestation de qualité et dans ce cas-là, le prix n'a qu'un poids limité. Il n'en demeure pas moins que bien souvent, la pratique surévalue le critère du prix, de sorte que c'est l'offre la meilleure marché qui est fréquemment l'offre qui remporte le marché. L'objectif de la réforme est ici double. D'une part, il faut atténuer l'impact du prix et rappeler au pouvoir adjudicateur qu'ils doivent chercher des prestations de qualité. Secondement, la révision est également l'occasion d'introduire dans le droit des marchés publics cette prise de conscience de l'impact environnemental, cette prise de conscience de l'impact environnemental des acquisitions publiques. Où est-ce que l'on retrouve dans le nouvel IMP et dans la nouvelle LMP ces deux aspects? En ce qui concerne la prise en compte des impacts environnementaux et des impacts sociaux, on retrouve cette thématique notamment à l'article 2 de la loi et de l'IMP, article qui définit les buts. Désormais, il est question de faire en sorte qu'il y ait une utilisation des deniers publics qui soit économique. Là, rien de très nouveau. Mais en plus, l'utilisation des deniers publics qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables. On voit bien là la prise en compte de ces impacts environnementaux et sociaux au sein du droit des marchés publics. En ce qui concerne le deuxième aspect, l'accent mis sur la qualité, on retrouve cette thématique à l'article 29 de la loi, article 29 qui définit les critères d'adjudication. Et on voit que cet article 29 met le prix et la qualité sur un pied d'égalité, puisque désormais le texte est formulé comme suit: outre le prix et la qualité de la prestation. Dès lors, des critères de qualité devront être intégrés dans les appels d'offres. Enfin, ce double changement, d'une part développement durable, d'autre part prise en compte de la qualité, est désormais traduit à l'article 41 de la loi et de l'accord, qui indique en matière d'adjudication qu'il faut
adjugée à l'offre la plus avantageuse. Et non plus comme actuellement à l'offre la plus avantageuse économiquement. Ce changement très léger a néanmoins pour objectif de limiter l'accent qui était trop important sur le prix et que l'offre la plus avantageuse économiquement formulée. Dans le tableau qui s'affiche à l'écran, on voit les différents critères tels qu'ils existent actuellement, les critères d'adjudication tels qu'ils sont prévus par le droit cantonal, par le droit fédéral actuel et les nouveaux critères qui figurent dans le nouveau droit des marchés publics. On le voit, on accorde une importance croissante à des critères liés à la qualité de l'offre, on le voit, durabilité, cycle de vie, innovation, fiabilité du prix, plausibilité de l'offre. Tous ces éléments-là vont prendre en compte justement la qualité de l'offre. N'empêche, prendre en compte ces nouveaux critères, les noter, les appliquer, ne sera sans aucun doute au départ guère évident. De son côté, la KBOB a établi de nouvelles directives, de nouvelles aides pour mieux comprendre ces nouveaux critères. Ces guides existaient déjà, celui sur l'acquisition de prestations de mandataires date de 2018, celui portant sur l'acquisition de travaux de construction date de septembre 2010, mais ils ont été adaptés pour justement tenir compte de cette révision législative. Et ils viennent d'être publiés il y a quelques jours seulement sur le site web de la KBOB. Ils sont actuellement qu'en allemand, mais devraient être traduits en français. Ce sont avant tout les deux annexes à ces guides qui sont ici intéressantes, puisqu'elles détaillent la manière de choisir et d'apprécier ces nouveaux critères d'adjudication, et notamment le critère de la fiabilité du prix et celui de la plausibilité de l'offre. Sur ces deux critères, j'aimerais revenir quelques instants, très brièvement. S'agissant du critère de la fiabilité du prix, c'est un nouveau critère. Ce critère est lié strictement au prix, comme cela apparaît à l'écran. On le voit, l'idée est de diviser le critère du prix en deux sous-critères. Le premier sous-critère porte sur le montant du prix, où c'est l'offre la meilleure marché qui reçoit la meilleure note. En revanche, ce premier sous-critère, c'est le critère du prix que nous connaissons habituellement. En revanche, le second sous-critère est quant à lui nouveau, c'est celui justement de la fiabilité du prix. Reste à clarifier la manière dont il conviendra de noter ce sous-critère, et à ce sujet, on peut rappeler qu'il existe déjà un modèle tessinois qu'il est prévu également d'utiliser à l'avenir. S'agissant du critère de la plausibilité de l'offre, c'est un critère, lui, qui porte non pas sur le prix, mais vraiment sur la qualité de l'offre. Et c'est ici l'occasion de rappeler qu'il y a déjà eu un arrêt, il y a quelques années, du tribunal fédéral qui s'est penché sur un tel critère. Ce critère, il permet, par exemple, de soumettre à un contrôle l'estimation du nombre d'heures qu'une offre prévoit pour réaliser une prestation. Quelques autres nouveautés du nouveau droit des marchés publics. Tout d'abord, en ce qui concerne le champ d'application objectif de la loi. Le nouveau droit clarifie, à mon avis, la question de l'assujettissement des pouvoirs adjudicateurs au droit des marchés publics pour les acquisitions d'électricité qu'ils font. Je rappelle le système que nous connaissons. Les collectivités peuvent être qualifiées de gros consommateurs ou de petits consommateurs. C'est là l'appel
la loi fédérale qui fait cette distinction. Si la collectivité, en fonction des critères de la loi, est qualifiée de gros consommateur, à ce moment-là, elle a un droit à accéder au réseau. Et elle peut, si elle le souhaite, lancer un appel d'offres pour trouver le fournisseur d'électricité. En revanche, si la collectivité est qualifiée, selon l'appel, comme petit consommateur, elle est un consommateur captif et dans ce cas-là, elle ne peut pas lancer un marché public pour acquérir l'électricité. Sur la base de l'AMP actuelle, l'AMP 1994, plusieurs soutenaient qu'il n'y avait pas d'obligation de lancer un appel d'offres pour les gros consommateurs et que si un gros consommateur souhaitait rester captif, il le pouvait. On invoquait des réserves figurant aux annexes 1 et 2 et des controverses existaient à ce sujet. Désormais, avec le nouvel AMP qui entrera prochainement en vigueur, ces réserves figurant aux annexes 1 et 2 vont tomber. Il ne reste plus que la réserve figurant à l'annexe 7 de cette AMP, réserve qui permet de ne pas appliquer le droit des marchés publics, mais que si l'acquisition se fait à ce moment-là auprès d'une entité qui dispose d'un droit exclusif. En conséquence, les appels d'offres qui seraient faits par des gros consommateurs pour de l'électricité, comme il y a la possibilité de déjà faire des appels d'offres, comme il y a l'accès au réseau, il n'y a plus d'exclusivité, de droit exclusif, et à ce moment-là, il conviendrait d'appliquer le droit des marchés publics pour ces acquisitions. J'attire également votre attention à ce sujet qu'une contribution du professeur Dufray a été publiée tout récemment dans la revue BRDC à ce sujet. Un autre aspect en lien avec le nouveau droit, c'est en ce qui concerne la phase de l'examen des offres. 3 points à mentionner. Premièrement, le nouveau droit n'autorise plus les négociations sur les prix, alors qu'elles étaient autorisées actuellement, sont autorisées actuellement en droit fédéral. Elles ne le seront plus sur la base de la nouvelle LMP 2019. Deuxièmement, la loi précise désormais expressément que des négociations sont possibles en revanche en cas de procédure de gré à gré. Enfin, l'article 39 de la loi et de l'accord introduit une nouvelle étape au stade de l'examen des offres. Cette nouvelle étape, qui est intitulée rectification des offres, se situe entre l'ouverture des offres proprement dite et l'adjudication. La rectification des offres, c'est une opération qui permet, comme son nom l'indique, de rectifier, de modifier les offres et, le cas échéant, de modifier le prix qui est offert. Le cadre exact de la rectification des offres et la manière d'y procéder est encore incertain, à défaut de pratique à ce sujet. Une contribution récente a été publiée dans l'ouvrage Marché public 2020, certes en allemand, mais qui est très intéressante. Je passerai désormais à la deuxième partie de ma présentation, à savoir la jurisprudence. 3 arrêts que je souhaite ici vous présenter. Un arrêt en lien avec le champ d'application subjectif de la réglementation, un autre arrêt en lien avec le champ d'application objectif de la réglementation, et enfin, un dernier arrêt traitant de l'examen des offres. Le premier arrêt est un cas d'école. Il cherche à définir précisément ce qu'est un organisme de droit public. Je rappelle le contexte. Dans cette affaire, GZO AG est une société anonyme qui est détenue par diverses collectivités publiques. GZO AG exploite un hôpital et assure des services d'ambulance. GZO AG souhaite acquérir
des prestations de travaux, des prestations de fourniture, des prestations de services auprès de tiers, et se pose la question de savoir si cette entité, cette société anonyme de droit privé, est ou non soumise au droit des marchés publics. Pour répondre à cette question, le tribunal fédéral a tout d'abord appliqué l'article 8, alinéa 1, lettre A de l'AIMP, l'actuel AIMP, qui dit que sont soumis aux dispositions des accords internationaux les pouvoirs adjudicateurs suivants, et notamment les autres collectivités de droit public, cantonales ou communales, dans la mesure où elles n'ont pas un caractère commercial ou industriel. On retrouve cette formulation au nouvel article 4 de l'AIMP 2019 et c'est l'occasion ici de préciser que le nouveau droit ne va pas changer sur ce point-là, la question de l'assujettissement de ces entités. Le tribunal fédéral, pour interpréter le terme collectivité de droit public, se réfère à la notion d'organisme de droit public qui figure dans l'AMP, dans l'accord international. Il passe de l'annexe 2, qui fait référence à justement ces collectivités de droit public, à l'annexe 3, qui, elle, définit à la note 1 ce qu'est précisément un organisme de droit public. Vous voyez à l'écran la définition de l'organisme de droit public. On constate qu'il y a 3 conditions à remplir pour être considéré comme un organisme de droit public et par conséquent pour être assujetti au droit des marchés publics. Dans le cas d'espèce, c'était litigieuse uniquement la condition numéro 1 et cette première condition, cette condition numéro 1, est elle-même divisée en 3 sous-conditions. On peut la lire ensemble. Cette première condition est considérée comme un organisme de droit public, tout organisme, toute entité, créé pour satisfaire des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial. Ce n'est pas ici l'occasion d'analyser si ces 3 conditions étaient remplies ou non, mais l'arrêt le fait de manière très systématique et très précise, de sorte que cet arrêt est très riche sur cette thématique-là. Le deuxième arrêt que je souhaite vous présenter traite du champ d'application objectif de la réglementation. Il porte sur la gestion des théâtres municipaux genevois. Il était question dans cette affaire du processus de nomination des directeurs des théâtres genevois. L'histoire est la suivante. La ville de Genève est propriétaire de théâtres et elle recherche un directeur, de sorte qu'elle met le poste de directeur au concours. Le directeur ici a un statut particulier parce qu'il reçoit en réalité le droit de faire un usage exclusif des locaux qui font partie, eux, du patrimoine administratif. Ces locaux, c'est, je le rappelle, le théâtre. Ensuite, différents candidats déposent leur candidature et la ville de Genève retient l'un de ces candidats. Un candidat qui n'est pas retenu dépose une requête auprès de la ville de Genève et il requiert qu'une décision soit rendue constatant le rejet de son offre. La ville de Genève refuse de rendre une décision attaquable et ce candidat recourt jusqu'au tribunal fédéral en invoquant une violation de l'article 2, alinéa 7 de la LMI. Le tribunal fédéral admet le recours. Pourquoi? Parce que premièrement, il reconnaît qu'il y a un monopole de fait, lié à la maîtrise, à la mainmise de la ville de Genève sur du patrimoine administratif. Monopole de la ville de Genève sur son théâtre. Et que la ville de Genève a transféré ce monopole.
Il y a donc transfert de ce monopole communal à un tiers et donc octroi d'une concession d'usage privatif, de sorte que l'article 2, alinéa 7, était ici entièrement applicable. Et comme il était applicable, il devait être respecté, ce qui n'a pas été le cas puisque aucune décision n'a été rendue. Il est intéressant ici de mettre en parallèle cet article 2, alinéa 7 de la LMI, qui, je le rappelle, a la teneur suivante. Il s'agit de la transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres. On met cette disposition actuelle de la LMI en relation avec le nouvel article 9 de l'AIMP 2019 qui prévoit que la délégation d'une tâche publique ou l'octroi d'une concession sont considérés désormais comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d'une telle délégation ou d'un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux qu'il exerce dans l'intérêt public, en contrepartie d'une rémunération ou d'une indemnité directe ou indirecte. Ce qu'il faut savoir, c'est que si l'article 2, alinéa 7 LMI était applicable, il n'était pas question de respecter le droit des marchés publics. En revanche, on le voit, le cas de figure du théâtre genevois devra vraisemblablement faire l'objet d'un appel d'offres conforme à l'AIMP, car il s'agira désormais vraisemblablement d'un marché public. La ville de Genève, ici, devra respecter le droit des marchés publics parce qu'il y a octroi au futur directeur d'un droit exclusif et ce futur directeur va exercer ce droit exclusif dans l'intérêt public. Cet arrêt peut être mis en parallèle, en opposition, avec un autre arrêt du tribunal fédéral où il était question d'octroyer un mandat d'exploitation d'un hôtel qui était propriété de la ville de Genève. Même cas de figure, un candidat non retenu demande qu'une décision soit rendue, il invoque l'article 2 alinéa 7 de la LMI, mais il voit son recours rejeté, et dans ce cas-là, avec raison, car l'hôtel appartient au patrimoine financier, de sorte qu'il n'était pas nécessaire ici de faire usage de l'article 2 alinéa 7 de la LMI. Dernier arrêt que je souhaite ici présenter, c'est un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, rendu tout récemment, qui devait examiner la question suivante. Est-ce qu'une offre déposée par un soumissionnaire devait être rejetée au motif que le prix était de 0 €? Selon le pouvoir adjudicateur, cette offre à 0 € était une offre irrégulière. Le soumissionnaire fournissait des prestations. En revanche, le pouvoir adjudicateur n'avait rien à fournir comme prestation puisque l'offre était à 0 €. Le soumissionnaire agissait ainsi car il espérait obtenir des références pour avoir accès à de nouveaux marchés, respectivement à de nouveaux utilisateurs. Cet arrêt a été l'occasion d'aborder plusieurs questions, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de vous indiquer que finalement, le fait que l'offre soit à 0 € n'a pas pour conséquence qu'elle doit être exclue. Il s'agit de vérifier si cette offre à 0 € est une offre anormalement basse, auquel cas le rejet serait justifié. Il appartient ici au pouvoir adjudicateur de faire les recherches nécessaires pour s'en assurer. En revanche, le simple fait que l'offre soit à 0 € n'entraîne pas ipso facto le rejet automatique et l'exclusion du soumissionnaire. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Je vous remercie de votre attention
et vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Monsieur le juge cantonal, bonjour. Bonjour, Votre nom, Marc Sugno. vos matières de prédilection. Le droit fiscal, j'ai la chance de présider la cour fiscale du tribunal cantonal fribourgeois et les assurances sociales. Ça, c'est les matières dans lesquelles je suis actif en ce moment. Comme lecture du soir, vous êtes plutôt roman ou jurisprudence? Alors clairement, roman, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous êtes plutôt vacances dans une ville européenne ou destination exotique? Je suis vacances, j'aime beaucoup les vacances un peu partout et j'essaye de profiter de toutes les visites possibles et imaginables. Quel est votre hobby inavouable? Je ne suis pas sûr que je doive vous l'avouer. Quelque chose que j'aime bien faire, c'est non seulement jouer au foot, mais aussi profiter des troisièmes mi-temps. Et de quoi vous parlerez-nous la semaine prochaine? Alors, je vais vous parler de droit fiscal, mais de droit fiscal en lien avec le temps qui passe, probablement en lien également avec une certaine mélancolie ambiante en ce en ce mois de novembre. J'essayerai de le présenter de la façon la moins mélancolique possible. On se réjouit beaucoup alors de vous entendre la semaine prochaine. Merci beaucoup. Je me réjouis également. À bientôt. Guten Morgen. Guten Morgen, Ihr Name? Bettina Hörlimann-Kaup. Ihr Fachgebiet? Ich bin im Bereich des Personenrechts, des Sachenrechts und des Einleitungstitels ZGB tätig. Sie sind eher Lehrtätigkeit oder Forschung? Ich mache beides außerordentlich gerne. Sind Sie eher Kino oder Theaterstück? Eher Theaterstück, würde ich sagen. Ihr geheimes Hobby? Ich habe zwar Hobbys, aber keine geheimen. Okay. Und über welches Thema wird die Repräsentation die nächste Woche sein? Ich werde einerseits einen Bundesgerichtsentscheid vorstellen im Sachenrecht, der zur Publikation vorgesehen ist, und bei dem es um ein Vorkaufsrecht im Baurechtsverhältnis geht. Und andererseits möchte ich Ihnen vorstellen, was im Personen- und im Sachenrecht gesetzgebungstechnisch in Zukunft läuft oder vielleicht schon vor kurzem gelaufen ist. Wir werden sehen, das ist viel mehr, als man eigentlich erwarten würde. Ich freue mich darauf. Herzlichen Dank und wir freuen uns sehr auf Ihre Präsentation nächste Woche. Dankeschön.